Ici Bondy, ici Bondy. Ici Bondy, ici Bondy. B. B. C. BBC. Sur les plateaux télé. Bondy. Bondy, Bondy. Blog. café. Bondy Blog Café. Gabriel garde l'anonyme. Ici Bondy. Ici Bondy. Bondy Blog Café. Nathalie Kosciusko-Morizet, bonsoir. Bonsoir, Bienvenue à Bondy. merci à vous. Vous êtes déjà venu à plusieurs reprises. Tenez, je vais vous débarrasser. On va poser ça ici. Voilà, on va mettre tout ça très bien. Vous savez qu'il faut aller au bar. Bah, il faut. C'est un une plaisir. obligation. C'est une obligation. Vous allez d'abord vous détendre. Vous pouvez poser ça. Voilà. Et le bar, c'est ici, à gauche. Et on va nous servir. Thaïlande va venir. Vous reconnaissez ces lieux? Je reconnais. Bonjour Thaïlande. Bonsoir. Nathalie Kosciusko-Morizet. Qu'est-ce que vous buvez? Une bière, petite. Une petite bière, un petit galopin en fait, c'est ça. Ouais. Hein. Et moi, Enfin, un je voudrais- galopin, c'est déjà petit. Alors, si déjà fait petit petit. galopin, là, ça devient vraiment. Et moi, je vais prendre un coca. D'accord. Comment ça va, Nathalie Kosciusko-Morizet? Ça va bien. Ça va bien? On est en début d'année, ça se passe bien pour vous? Ça va bien. Un peu comme la société française, tout va bien. J'aurais pas dit ça comme ça. Non, il faut être un. Comment on dit ça? Un pessimiste actif. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que même si on a des mauvaises pensées, on peut quand même malgré tout être optimiste dans l'action. On est là pour partager l'espérance avant tout. Merci. On s'est vu il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Est-ce que la France a évolué depuis 3 ans ou pas? Je ne parle pas politiquement, puisque vous étiez là, François Hollande était déjà président de la République. J'ai vu ce matin qu'il y avait un sondage où il y avait de plus en plus de Français qui disaient que les choses ne changeaient pas. Mais vous pensez par exemple qu'aujourd'hui, la classe politique est-elle à la hauteur finalement des ambitions, ou est-ce que vous vous dites on est un peu suiviste en tant que classe politique, et peut-être que c'est la présence des sondages permanents qui fait que... Moi, on je pense s'enferme. que la classe politique est à la fois trop conservatrice au sens de voilà, on a envie que ça bouge, on a envie que ça bouge fort même. C'est un monde de vieux, Et- c'est ça? Ouais, mais quand on dit ça comme ça, on a l'air de s'enfermer dans la question de l'âge. C'est comme quand on parle de génération. Je trouve que sur la question des uns et des autres, la question c'est pas l'âge des gens, la question c'est l'âge de leurs idées. c'est ça. Voilà, c'est est-ce que ça bouge pas. L'âge des gens, à la limite, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est est-ce que ça bouge. Il y a des institutions en France qu'il faudrait peut-être questionner à cet égard, qui ont tendance à reproduire les systèmes politiques tels qu'ils sont. Par exemple, je me suis fait cette réflexion récemment en regardant la politique espagnole. Vous avez regardé Ouais, ça? bien sûr, bien sûr. Il y a eu en quelques mois 2 partis à des endroits différents de l'échiquier politique. Donc c'est pas un problème partisan qui ont émergé. Vous aviez Podemos à l'extrême gauche, Ciudadanos au centre droit. Et ils ont émergé, mais très rapidement, avec des jeunes leaders qui avaient 35 ans. C'est possible en France? Et bien justement, je pense qu'en France, c'est difficile, d'abord pour des raisons institutionnelles, parce qu'en fait, on a un mode d'élection, le scrutin majoritaire, qui est assez conservateur, en fait, qui favorise énormément les sortants. Et puis, il y a un autre truc, c'est le mode de financement de la vie politique. Vous regardez les partis politiques, ils sont financés au moins pour moitié en fonction du résultat à l'élection d'avant. C'est un mode de fonctionnement qui est en fait très conservateur, qui amène à reproduire ce qui s'est toujours fait. Mais peut-être que la politique en France, c'est un sport de bourgeois aussi. Non? Enfin, là, vous Les le pauvres ne font ramenez. pas de politique en France. Allez, mais là, vous le ramenez à un sujet différent. Ouais. Je ne vous parle même pas de problèmes, de sociologie, Non, de mais qui fait de la catégories politique sociopo. en France? Qui fait de la politique Je en vous parle France? de la question de savoir est-ce que la politique fait place à ceux qui ont envie que ça bouge. Oui. C'est pas une question de bourgeois ou pas bourgeois. Est-ce que la politique fait place à ceux qui ont envie que ça bouge? Moi, je pense que la politique est trop conservatrice par rapport à la façon dont le monde va. Le monde, en fait, il bouge très très vite. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me frappe aujourd'hui, c'est la problématique nouvelle de l'émigration. L'émigration, tous les jeunes qui ont envie de partir. Je dis les jeunes parce que Ça, c'est plutôt bien. Partir, voir un peu autre chose. ça dépend Et pourquoi revenir. et dans quel état d'esprit. Tout le monde parle toujours des émigrés fiscaux. Vous avez plein de gens, plein de Français qui partent à l'étranger, parfois des gens très diplômés, mais parfois aussi pas Vous avez particulièrement. vécu, vous, à l'étranger?
Moi, j'ai vécu quelques mois, mais je n'ai pas vécu longuement à l'étranger. Mais je suis frappée, par exemple, quand vous allez dans une ville comme Londres, vous avez des Français à tous les étages. C'est pas vrai que c'est des émigrés fiscaux, parce que les Français qui font la plonge dans les restaurants à Londres, c'est pas des émigrés mais moi, fiscaux. j'encourage beaucoup les jeunes, par exemple, à partir, aller voir un peu ailleurs, Partir pour mieux revenir. Pour voir le monde, je suis d'accord. Partir parce qu'on a le sentiment que la vie se passe ailleurs, que la réussite est possible Parce qu'on est ailleurs, discriminé, et parce qu'elle n'est qu'on pas se possible sent- chez se vous. sent- oui. Mais tout simplement que vous avez l'impression que le monde est en train de bouger et qu'il est en train de bouger ailleurs, et que vous êtes à un âge où vous avez envie d'être là où ça se passe, et que vous avez l'impression que c'est ailleurs que ça se passe. Ça, c'est quelque chose qui, moi, je trouve est grave. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, on a évoqué la politique. Je vais vous demander d'écouter justement ce qu'en pensent les jeunes à chaque fois que nous avons l'identité de l'invité. Nous leur demandons à la fois d'avoir des opinions, enfin un point de vue sur celui-ci ou celle-ci, en l'occurrence vous, et aussi des questions d'actualité. Vous regardez, on commente une fois et ensuite on les rejoint en plateau. On reçoit Nathalie Kosciusko-Morizet donc pour le Bondi Bloc Café. Quelques mots sur cette personnalité que nous avons déjà reçue il y a quelques années. Elle était encore à l'époque ministre. On peut la considérer en fait comme la frondeuse des Républicains, enfin de les Républicains. Et puis elle a plusieurs atouts. Bon, ça fait plusieurs années qu'on lui dit, mais elle est relativement jeune, c'est une femme. Elle commence à faire son petit bonhomme de chemin en politique, donc à suivre. Elle me fait penser à une femme très intelligente. Je l'ai connue quand elle faisait encore partie des jeunes loups de l'UNP. Mais c'est vrai que des fois, on ne sait pas vraiment quoi penser d'elle. On a l'impression qu'elle est un peu perdue entre ses ambitions, qu'elle peut très bien servir par son intelligence, et ses convictions, en fait. Tout le monde se demande est-ce qu'on la verra aux primaires de Les Républicains. Et pour moi, c'est vraiment un point d'interrogation. Et ça va être une bonne alliée parce qu'elle a un capital de sympathie assez fort. Avec Pécresse, c'est une des femmes qui sont un peu emblématiques dans ce parti-là. Donc ça va être, je pense, la personne que tout le monde voudra s'arracher pour les primaires. Elle peut aussi souffrir de la comparaison avec Valérie Pécresse, puisque NCAM, elle a perdu les municipales. Valérie Pécresse, qui est peut-être plutôt l'impression d'être une bonne élève, a réussi à gagner contre Claude Barthelone. Et elle peut souffrir de la comparaison entre ces deux femmes qui ont deux grandes personnalités. C'est vrai que maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Je voudrais demander à Nathalie Kosciusko-Morizet quand est-ce que enfin la politique va enfin ressembler à la France ? Cette France multiculturelle, de toutes les couleurs qu'on ne retrouve pas dans la politique française. Alors moi, j'aurais pu faire confiance en la droite pour réformer le pays si je n'avais pas le souvenir que c'est durant 5 années de pouvoir de la droite que le racisme s'est libéré. On est sur une pipolisation de la politique. On va changer de nom pour se refaire une petite image. On va finalement être voué à une sorte de dérive politicienne et populiste sur un tas de thématiques comme l'immigration, en reprenant des positions de l'extrême droite aujourd'hui. Et c'est très clairement ce que représentent pour moi les Républicains avec à sa tête Nicolas Sarkozy. Ce qu'il faudrait, c'est un véritable renouveau politique en France et changer d'acteur politique, tout simplement, trouver de nouvelles théories, de nouvelles philosophies politiques qui soient détachées de toute bureaucratie, qui soient beaucoup plus incarnées sur le plan technique, avoir des personnes qui ont vraiment travaillé, qui mettent en place des idées concrètes, qui ne soient pas axées sur des petits problèmes, qui s'attaquent à des grandes problématiques comme le chômage concrètement. On a l'Espagne, la Grèce, la Grande-Bretagne, où les gens commencent à prendre les choses en main. Si la France ne fait rien, on se condamne à rester un pays triste, conservateur, aigri, et encore pour des dizaines d'années. Voilà, Nathalie Kosciusko-Morizet, un commentaire, et puis après on file en studio. Ça va, la première partie vous aime bien? Oui, enfin, il y a plein de choses à dire, à débattre. Vous avez une bonne je suis image. d'accord en particulier avec le dernier point de vue. C'est-à-dire que, moi, je pense que de toute façon, là, on est pile devant la suite de ce que je vous disais tout à l'heure. La France, c'est un pays génial. On a un peuple extrêmement créatif. Il y a plein de choses à faire. Et en même temps, il y a toute une génération qui se dit, mais est-ce que mon avenir est encore là? Pour des raisons variées. Il y a plein de raisons possibles. Donc faut bouger, c'est pas possible. C'est du gâchis, en fait. Alors, on va justement rencontrer une petite partie de cette génération qui a plein de questions à vous poser. Oui, bien sûr, vous pouvez emmener votre bière. Vous prenez pas de coca? Si, non, moi, je prends pas de coca. Non, je reprends. Attendez, je sais pas si j'emmène ma bière. Mais si, prenez votre bière, il n'y a aucun souci. Allez-y. Je vais avoir l'air du boisson soir. Garde l'anonyme. Ici Bondy. Ici Bondy. Bondi Bloc Café. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes députée de l'Essonne, dans le 91, comme on dit, dans le 9-1, et présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris. En face de vous, Alice Babin,
Ilyes Ramdani et Myriam Bokobza, ce sont donc les 3 Bondy blogueurs qui ont préparé ce magazine, ce deuxième magazine en ce qui vous concerne, puisque vous êtes déjà venu en 2012 ici à la brasserie Le Murat. Avant de commencer, je voudrais vous faire voir et commenter votre photo d'il y a quelques années. Vous voyez, regardez, vous êtes là. Est-ce que vous vous souvenez du lieu, de l'endroit, de l'âge? Sensiblement, vous êtes sur un scooter? Oui, ça doit être ça se passe en Asie. Quand j'étais étudiante, j'ai beaucoup voyagé en Asie. Et vous n'aviez pas de casque? À l'époque, non, en fait. C'est dangereux. J'ai fait, je ne sais pas de quel voyage ça correspond. J'ai fait un voyage au Cambodge de plusieurs mois, en fait, avec une ONG qui s'appelait Vétérinaires sans frontières. Mais là, en fait, je crois que c'est plutôt le voyage d'après. Ça doit être en Birmanie. Et en Birmanie, j'avais déposé un dossier pour avoir une bourse de la ville de Paris, en fait, il y avait d'accompagner un certain nombre de projets étudiants. Et c'était un reportage photo l'année où la Birmanie, ça date, parce qu'après ça s'est refermé, c'était très compliqué la Birmanie. Ouais, c'était l'année où la Birmanie s'est ouverte. Donc c'était un pays qui n'était pas du tout accessible avant. Et ça doit dater de ce voyage-là, oui. Voilà, très bien. Donc vous aviez à peu près l'âge des 3 Bondy blogueurs qui sont là, un peu moins, puisque Myriam est un peu plus grande, si j'ose dire. Mais en tout cas, voilà. Donc je voudrais vous faire commenter le portrait dont Idir Houssini, qui est juste là face à vous, s'est coltiné, comme on dit dans la rédaction. Donc on regarde le portrait et ensuite on le commente. Si Nathalie Kosciusko-Morizet était une musique, elle serait du rap. À une lettre près, NKM aurait pu être le NTM de la politique. Il n'y a pas que la région parisienne, chère au cœur de ces 2 acronymes, qui unissent Nathalie et Joe Star. Un message à porter, faire changer les choses, devenir quelqu'un pour enrager tous ceux qui vous ont mis un râteau au lycée, c'est à ça qu'ils se droguent, artistes et politiques. Et puis vient le confort d'une loge à l'Olympia ou d'un ministère. Et là, la passion s'émousse, forcément. On a changé, on fait des compromis, on passe de « qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu » à « laisse pas traîner ton fils dans la rue ». Parce que maintenant, vous comprenez, j'ai une belle voiture. Les convictions du politique à l'épreuve du pouvoir sont telles les rimes du rappeur confronté au succès. Elles s'embourgeoisent, s'empâtent, voire se musellent. NKM a résisté longtemps. Son esprit critique s'est manifesté sous bon nombre de gouvernements. Mais c'est aujourd'hui seulement qu'il s'est complètement libéré. En ce jour où NKM est en clash avec Nicolas Sarkozy. Enfin, elle critique ouvertement sa politique buissonnière pour siphonner les voix du FN et sa façon de diriger le parti à la Staline. Sa parole aurait eu tout le poids qu'elle mérite quand elle était porte-parole, justement, du candidat Sarkozy. Une époque où il terrorisait tout le monde. C'est ça le courage, se lever au milieu d'une réunion pour critiquer son patron avec, comme seul filet de sécurité, son CDD. Il y a beaucoup moins de panache à maugrer contre lui pendant qu'on fait la queue chez Pôle emploi. Voilà, donc c'était le portrait tiré par Idir Houssini. Réaction à Nathalie Kosciusko-Morizet, sachant qu'il est face à vous. Donc si vous souhaitez lui dire un petit mot, c'est tout à fait possible. Il est intéressant son portrait. Je trouve ça, c'est gentil à vous. Non, je trouve ça pas mal. Ceci dit, moi j'essaye à la fois d'être dans une famille politique à laquelle je participe et en même temps de la faire bouger, de la faire évoluer et trouver le meilleur moyen pour ça. Il y a des moments où j'ai pu le faire de l'intérieur, y compris en clashant de l'intérieur, même de l'intérieur du gouvernement. Vous le dites d'ailleurs entre les lignes sur la question de l'OGM, sur ces sujets-là. Et puis il y a des moments où en fait ça devient trop tendu. Et c'est ça qui m'est arrivé à la direction des Républicains. Pour moi, c'est les mêmes moments d'une certaine manière. Vous voyez, je suis toujours la même. C'est les mêmes convictions, c'est la même manière d'être. Mais simplement, il y a des moments où cette parole-là différente, elle peut être entendue. Et puis il y a des moments où elle devient insupportable. Moi, j'ai pas le sentiment que c'est moi qui ai changé en fait. Ilyes. Mais... En préparant cette émission, finalement, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est une réflexion sur le discours politique en lui-même. Et finalement, ce que vous allez dire aujourd'hui, ceux qui nous regardent, une bonne partie d'entre eux en tout cas, vont l'entendre sans l'écouter réellement, vont l'entendre sans vraiment y croire. Est-ce que vous en êtes consciente et est-ce que vous trouvez une part de responsabilité dans ce discrédit du discours politique ? Mais c'est le sujet. C'est-à-dire que on se pose la question, évidemment, heureusement, de ce qu'on dit.
Mais la première question qu'on devrait se poser, c'est comment être entendu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui, enfin, c'est pas le cas. Ça dépend. De temps en temps, on réussit quand même à passer cette barrière-là. Mais c'est vrai qu'il y a un tel doute. Alors, les gens disent que les Français ne s'intéressent plus à la politique. Non, c'est pas vrai. En tout cas, les gens ne vous croient plus. Nous, c'est ce qu'on voit quand on sort. On peut faire l'expérience si vous voulez. Les gens ne vous croient plus quand vous parlez. Moi, je pense qu'il n'y a pas... C'est pas qu'il y a du désamour de la politique, c'est qu'il y a du désamour des politiques. Moi, je pense que les Français, ça reste un peuple qui aime profondément la politique, qui aime le débat. Et d'ailleurs, vous le voyez très vite si vous êtes dans un bistrot, dans une réunion familiale, professionnelle, quand vous lancez des sujets politiques, il y a de la passion. C'est pas comme ça dans tous les pays du monde. Hein. Vous avez des pays où la politique se vit pas avec passion. En France, elle se vit avec passion. Donc on pense quelque part on y croit encore en tout cas. Moi, pardonnez-moi, mais vous ne répondez pas tout à fait à la question. Mais c'est aux politiques qu'on ne croit plus. Si, c'est-à-dire que je pense qu'on croit à la politique. Face à ce discrédit. Et bien justement, le sujet en fait c'est les politiques. C'est comment on réussit à être à nouveau à la hauteur de la politique. En fait, vous parlez de passion. Vous, le matin quand vous vous levez, c'est quoi justement cette passion? Vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Parce que nous en ce moment, il n'y a pas grand-chose politiquement qui nous fait nous lever en fait. Il n'y a rien même. Bon, moi je pense que... moi, je suis d'un tempérament peut-être un peu optimiste. Mais Alice aussi. Hein. Moi aussi, est très optimiste. Oui, je suis assez optimiste. Le monde, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans une espèce de dépression collective. Vraiment. Et la dépression collective, évidemment, elle peut amener de la dépression individuelle. Enfin, il y a des jeux de miroirs. Moi, je pense qu'il faut à la fois entendre le monde tel qu'il est. Et c'est vrai que la vie est dure, c'est vrai qu'économiquement, c'est très dur, c'est vrai qu'il y a le chômage, c'est vrai que... Et en même temps... il faut regarder tout ce qu'il y a de formidable et essayer de transformer les choses. Vous ne pensez pas que les querelles de clans, de monarques, d'égos ont un peu primé sur l'intérêt général des Français et justement sur leurs rêves qu'ils avaient auparavant? Parce que maintenant, il faut dire les choses comme elles sont. On n'a plus tellement d'illusions en fait vis-à-vis de la politique en général. Parce que vous dites les politiques, mais même la politique, on n'y croit plus. Mais voyez, vous, qu'est-ce que vous proposez pour justement que les Français reprennent conscience? Pour corriger tout ça. Je pense qu'on est dans une période de transition, et comme toutes les périodes de transition et de transformation, c'est douloureux, mais on a tous les ingrédients pour construire quelque chose de nouveau qui peut être formidable. C'est-à-dire tous les outils numériques, toutes les possibilités d'expression, toutes les possibilités de se fédérer. Vous en rendez pas forcément compte parce que vous êtes dans une génération qui sont ceux qu'on appelle les natifs du numérique, ceux qui sont nés avec ça. Mais la possibilité de créer une association, un mouvement, une pétition, de se faire entendre, c'est quelque chose qui, même moi, on a quand j'avais 20 ans... l'impression que c'est quand même deux mondes en parallèle, en fait, même si cette génération... Parce qu'on est dans cette phase de outils, transition. La classe politique n'est pas attentive, en fait. Elle est longue, mais parce que la classe politique, elle est dans l'ancien monde. Mais la transition, elle est longue, mais elle est douloureuse. Mais la classe politique, elle est encore, en fait, dans l'ancien monde. On est dans un système politique qui est très conservateur. Je ne vous dis pas que c'est arrivé. Je vous dis que ça peut arriver. C'est-à-dire que les outils, ils sont là. J'insiste, on est dans une génération dans laquelle, s'il y a quelque chose que vous trouvez scandaleux, vous lancez une pétition, vous pouvez mobiliser, vous pouvez vous faire entendre. Ça, c'est nouveau. Et les outils, la classe politique n'est pas du tout encore adaptée à ça. Mais des fois, on a l'impression que c'est un peu cause toujours, quoi, en fait. Vous dites les choses, mais parce que c'est en train de se faire. Parce que c'est pas encore là. Moi, ce qui me fait vraiment penser que la politique, elle est complètement sclérosée, c'est que vous-même, Madame Kosciusko-Morizet, vous êtes dans une famille politique dans laquelle vous ne vous reconnaissez plus. Vous êtes toute seule, vous êtes isolée. Vous êtes une frondeuse, on vous a viré récemment de la présidence parce que justement, vous n'avez pas renoncé à vos idées gaullistes et que vous êtes opposé au nini que prenait Nicolas Sarkozy. Vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas seule et isolée. Je veux dire, d'abord, je ne me sens pas si seule, mais parce que ceux que vous voyez sont les cadres, sont les ténors du parti. Mais vous en faites partie. Oui, bien sûr, moi j'en fais partie. Mais quand vous voyez un bureau politique, vous avez les ténors du parti. Maintenant, quand vous regardez, la base du parti, à mon avis, elle est beaucoup plus diverse, en fait, que ça en a l'air. Et la diversité de la droite et du centre, et on le verra, j'en suis sûre, dans la primaire. C'est-à-dire que, non, on ne les entend pas. Je suis d'accord avec vous, on ne les entend pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. C'est-à-dire que je pense, moi, qu'il y a beaucoup plus de diversité de points de vue, et que je suis beaucoup moins solitaire, comme vous dites. En un mot, est-ce que c'est un parti qui fonctionne ? La diversité des points de vue. Attendez, je finis sur ce que votre interpellation. Moi, je pense que la classe politique est très en arrière, très en retard par rapport à la société, et les partis politiques sont très en retard par rapport à la société. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout ubérisé les partis politiques. Donc ça donne cette impression de décalage qui est terrible, en effet, parce qu'on a l'impression que le parti n'a pas d'oreille, et que ce qu'il dit n'intéresse plus. Mais ça ne veut pas dire qu'au bout de la grande transformation,
il n'y a pas la possibilité de remettre du sens dans la démocratie on va et de poursuivre. retrouver des voies. On va poursuivre Nathalie Kosciusko-Morizet, puisque justement cette question, on va l'aborder sur la déconnexion finalement de la classe politique par rapport à la bronca populaire. Et je vous propose d'abord de regarder un petit extrait de la conférence de rédaction, puisque vous le savez, on est en pleine période commémorative tout au long du mois de janvier. Donc quelques mots là-dessus, et puis on continuera donc à développer cette idée de la France après attentat. La commémoration, c'est ma définition à moi, c'est un anniversaire triste. Et un anniversaire qui se répète tous les jours, ça n'a aucun intérêt parce que le caractère exceptionnel se perd en fait. Moi, je trouve que les commémorations, elles tombent à point pour François Hollande. Et le fait d'aller faire un tour à Jarnac sur la tombe de Mitterrand, juste après avoir annoncé un projet d'échéance de nationalité étendue, je trouve que ça tombait à point pour lui, pour rappeler qu'il était de gauche et qu'il était pour la France unie. Mais bon. Après les 1 an de Charlie Hebdo, on peut se rendre compte que face à tous les discours qui portaient sur la jeunesse pendant les mois de l'après-Charlie, c'était oui, il faut que la jeunesse s'engage, il faut que la jeunesse s'exprime, s'imprègne de ces sujets-là. Et aujourd'hui, on est sur un constat que finalement, on est resté que sur des annonces populistes, entre guillemets, des annonces symboliques, et on n'est clairement pas dans comment on va résoudre les problématiques de la jeunesse. En fait, la commémoration, c'est qu'un moyen de ramener des voix, de faire parler de soi, parce qu'on a vu qu'avec les attentats de Charlie Hebdo au début de l'année 2015, François Hollande a gagné des points dans les sondages. Pareil avec les attentats du 13 novembre. Donc le fait de répéter, peut-être que ça va avoir un effet sur l'électorat, surtout à 2 ans des élections. Je comprends pas, je trouve ça un peu incohérent quand on nous dit chez Must Go On, qu'il ne faut pas se laisser bercer par l'obscurantisme, mais on fait des anniversaires tout le temps qui nous laissent dans une grande déprime, dépression. Et je me dis qu'au bout d'un moment, s'il faut qu'on se relève, il faut arrêter avec ça. Alice. L'état d'urgence, Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce que c'est pas tout ça pour rien? C'est bientôt la fin de l'état d'urgence, dans moins d'1 mois. Et après, est-ce qu'après on va avoir encore plus peur qu'avant? Vous en pensez quoi de tout ça? Moi, j'ai voté l'état d'urgence et j'étais favorable à la mise en œuvre de l'état d'urgence. C'est difficile de savoir exactement ce qui a un impact, ce qui n'en a pas. Les perquisitions, ça a permis aussi de lancer un certain nombre de procédures, parfois avec des choses d'ailleurs qui étaient connectes sur des problèmes de grand banditisme, de trafic. 3000 perquisitions, 400 personnes assignées à résidence. Et 2 enquêtes ouvertes pour terrorisme. Pour terrorisme, mais si vous voulez, c'est le problème, c'est toute l'ambiguïté, c'est que dans les perquisitions, vous avez des perquisitions sur des soupçons de connexion avec des faits de terrorisme, et vous avez des perquisitions sur la grande délinquance, dont on voit aujourd'hui dans les parcours des terroristes qu'elle n'est pas déconnectée. Donc, bon, moi je pense que... Il y a aussi un arbitraire. Des gens se sont fait perquisitionner, par exemple, à Clichy-sous-Bois. Il y a aussi des critiques. Moi j'ai voté pour l'état d'urgence et je ne regrette pas de l'avoir fait. Maintenant, je pense que l'état d'urgence, ça ne peut pas être un état permanent et que la question, elle se pose de savoir qu'est-ce qu'on fait dans la durée. Et là, je trouve que la proposition, si vous voulez, du gouvernement, du président de la République est faible. Et d'ailleurs, elle était faible depuis le début. Aussi bien d'ailleurs en termes de sécurité qu'en termes de prévention. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Sur les deux volets. Bon, sur la question de la sécurité, moi, par exemple, il y a un sujet sur lequel je trouve tout le monde l'évoque comme ça, et puis ça avance pas, c'est le problème des prisons, de qu'est-ce qui se passe dans les prisons, à quoi ça sert la prison, du problème de la radicalisation dans les prisons. Quand vous regardez les parcours des terroristes, vous voyez qu'un certain nombre sont passés par la case prison. Ce que vous proposez, c'est de construire des places supplémentaires de prison. J'ai un sujet très concret. Vous regardez ce qui se passe dans les prisons franciliennes, qui sont le sujet que je connais le mieux. 40% dans les prisons franciliennes des détenus ont moins de 25 ans. Dans les maisons d'arrêt, vous avez une surpopulation qui atteint 170%. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez beaucoup trop de monde par rapport au nombre de places qui sont là, avec une concentration très importante de jeunes, et donc une mise en contact de profils très différents avec celui qui vient de Syrie et celui qui est incarcéré pour avoir brûlé quelques voitures. Il y a une contradiction qui est justement portée par la droite, c'est que dès que le gouvernement propose des mesures alternatives pour justement ne pas incarcérer des gamins qui sont sur des courtes peines, on considère que le gouvernement de gauche est plutôt laxiste, ou Taubira est plutôt laxiste. Il y a une différence de point de vue là-dessus, c'est-à-dire que moi je crois, oui. Donc il faut mettre une cohérence. Et quand vous parlez construction de places de prison, les associations qui connaissent le sujet parlent plutôt amélioration des conditions de vie carcérale ou alors recours aux peines alternatives. Et ce n'est pas quelque chose qu'on entend dans votre discours et dans celui de votre famille politique. On entend quelque chose qui est l'augmentation du nombre de places de prison. Avec 170% d'occupation, c'est absolument lié de pouvoir construire des places pour pouvoir, si vous voulez, faire autre chose de la vie en prison qu'un apprentissage du terrorisme.
Vous regardez les parcours d'un certain nombre de ces terroristes. Ils se sont cherchés plein d'identités de substitution. Vous regardez le jeune Amédi Koulibaly, celui qui était le meurtrier d'Hyper Cacher. Janvier 2015. Il avait été plus ou moins rappeur. Sa compagne, celle qui était partie en Syrie, il y avait des photos d'elle 18 mois plus tôt en bikini avec un look de bimbo. Ce sont des gens qui ont été manifestement en quête d'identité. Et vous n'avez aucune responsabilité dans tout ça. Et attendez, vous vous dis précisément... Le débat sur l'identité nationale pendant des années, les questions de l'islam, du voile, etc., que vous avez alimenté pendant des années, vous pensez pas que vous avez une responsabilité? Je ne suis pas bien sûre que le débat sur l'identité nationale ait un rapport avec la radicalisation. La politique. Quand on est sans cesse renvoyé à son identité... Il y a des questions qu'il faut poser. Là, vous soulevez quelque chose de juste. Mais attendez, je viens à la fin de mon raisonnement. Je pense que derrière ces parcours-là, il y a une rencontre entre un nihilisme qui existe, et il faut s'attaquer à ça, et des manipulateurs qui sont d'ailleurs parfois extrêmement intelligents, organisés, parce qu'il ne faut pas croire que les choses se font extrêmement organisées. Moi, je pense qu'il y a un âge où on a besoin d'avoir des perspectives, de rencontrer aussi une forme d'autorité. Et je pense que la perte, à la fois de perspective, l'idée que on est en échec, qu'il n'y a plus d'avenir, qu'il n'y a plus, mais aussi la perte d'autorité dans tout le système scolaire, y compris à partir de très jeune, est un problème par rapport à ces parcours-là. C'est pour ça qu'on veut dire que c'est pas juste la question et de la prison c'est un ensemble de choses et ça se passe à tous les étages et ça se reconstruit tout. Pour revenir à la politique immédiate et à l'état d'urgence, ici finalement ce qu'on a vu de l'état d'urgence, notamment en Seine-Saint-Denis, c'est des mosquées perquisitionnées, c'est des gens assignés à résidence, c'est des perquisitions, etc., etc. Et donc l'état d'urgence a été perçu finalement comme un excès. Est-ce que vous comprenez que les gens puissent se sentir stigmatisés par cet état d'urgence qui les vise en apparence? Je veux dire, moi je comprends qu'il y ait un malaise. Ça me semble évident, et même je ne comprendrais pas le contraire, qu'il y a un malaise aujourd'hui dans l'islam de France. Ça me semble évident, si vous voulez, c'est normal. Tous les ministres de l'Intérieur disent, et à droite comme à gauche, disent qu'ils veulent un islam de France. À chaque fois, vous savez, ces mêmes discours, on ne veut pas un islam en France, on veut un islam de France. Bon. Et tous les ministres de l'Intérieur se retrouvent à négocier avec les pays en général du Maghreb, enfin il y a la Turquie aussi, les pays dits d'origine, les conditions d'exercice de la pratique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'imams formés en France. Donc au moment du Ramadan, quand il y a une grosse demande d'imams, en fait, on a des imams qui viennent du Maghreb, qui souvent sont financés par les pays en question. Et ça donne le sentiment, si vous voulez, d'une forme d'hypocrisie. C'est-à-dire que tout le monde saute sur sa chaise en disant islam de France, et personne ne s'en donne. C'est peut-être parce que la société française n'a jamais reconnu le fait qu'en son sein, il y a des Français musulmans et qu'il leur faudrait des mosquées, des cimetières comme tout le monde. Mais il faut avancer. Je vous donne des exemples concrets de choses à faire. En fait, on est rattrapé par le retard. Moi, je vous donne un exemple de choses que j'ai proposées, qui, je sais, est polémique. Mais je pense que c'est une bonne idée et je la défends. Ça ne sert à rien de dire qu'on veut un islam de France si on n'a aucun moyen de financement pour pouvoir avoir... Votre taxe 1% sur le halal. Par exemple. Ça, c'est un exemple. Mais ce n'est pas seulement la chose. C'est pas la seule chose. Mais ça, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde dit on veut un islam de France. Et en fait, comme il n'y a pas d'argent. Mais je vous parle de perquisition, vous répondez viande halal. C'est assez. Non, pas du tout. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je veux bien répondre à votre question précise de perquisition, mais vous avez soulevé un problème en disant que vous avez demandé précisément la question est-ce que vous comprenez. Il y a un sentiment de stigmatisation qui est immédiat et qui date de quelques semaines. Est-ce que vous comprenez que les musulmans aient un mal-être? Je vous réponds. Je vous dis je pense qu'il y a un travail énorme à faire sur l'islam de France pour que ça existe. Mais le débat, il est religieux ou il est politique? On va avancer. Le débat, il est religieux ou il est politique? Moi, je pense que les politiques se mêlent trop de religieux, mais qu'en revanche, il y a des dimensions d'organisation du culte qui peuvent avoir une résonance politique. S'il vous plaît, on va poursuivre parce que c'est vrai que l'islam obsède ce pays depuis quelques années. Et puis on le met tout le temps sous le tapis. On le met tout le temps sous le tapis. Donc je voudrais qu'on continue puisque en gros la France a peur. Elle a peur un peu de tout le monde, de ses propres enfants. Justement, on a posé la question aux jeunes du Bondi Blog avec l'abécédaire sur le mot peur. Les uns et les autres ont mis des mots sur chacune de ces lettres. P comme panne, celle des idées politiques. P comme cette police qui fait peur à toute la population en faisant à tout va des perquisitions. E comme engagement, m'engager, il faut que tu t'engages. E comme école, parce qu'ouvrir une école, c'est fermer une prison, parmi lesquelles les prisons de l'ignorance. U comme unité, ce que les Français ont revendiqué après les attentats et réfuté dans l'isoloir, parce que c'est ça qui nous fait peur. U comme ulcère, parce que pour moi, le Front National représente un ulcère aux yeux de la France. R comme raison, quelque chose qu'une partie des Français semble avoir perdu aujourd'hui. R comme rêve, c'est hyper important de rêver, surtout quand on est jeune.
Et Martin Luther King disait « I have a dream », et grâce à ses rêves, il a changé l'Amérique. Donc grâce à nos rêves, on peut aussi changer la France. Myriam. La réponse post-attentat en France, ça a été une réponse sécuritaire, ultra sécuritaire, qui a fait peur, qui a alimenté des peurs. On bombarde en Syrie. Moi, j'ai une question concrète à vous poser. Est-ce que vous êtes pour l'intervention en Syrie ? Alors, pour ce qui est fait actuellement, qui est l'intervention, oui, je suis pour. Vous êtes pour ? Je suis pour. En revanche, je crois qu'il y a eu un certain nombre d'expressions hasardeuses ou imprudentes après les attentats. Derrière, il faut organiser une solution politique. Et puis, de toute façon, ce n'est pas une solution d'avoir des États occidentaux qui soient en première ligne. Ça recrée, en fait, l'idée d'avoir un front entre l'Orient et l'Occident. Est-ce que c'est pas Donc, plutôt le problème des acteurs locaux ? Oui, justement, si. Je suis pour ce qui est fait aujourd'hui. On réussit à limiter l'extension, mais en revanche, je ne pense pas que ce soit une solution au sens d'une solution définitive. Il y a un sujet dont on commence à parler seulement en France, et qui, moi, me soucie énormément, c'est ce qui est en train de se passer en Libye et aux frontières de la Tunisie. Parce qu'en fait, on fait de l'endiguement en Syrie, et on voit une partie du problème de la Syrie se redéployer sur la Libye, avec des conséquences sur les pays voisins, et en particulier sur la Tunisie, qui nous est très proche. En même temps, la Libye, on y est un peu pour quelque chose quand même en vous France. dire. On peut peut-être demander à Sarkozy. La Libye, c'est un problème compliqué. Moi, j'ai un sentiment mitigé vis-à-vis de la Libye. C'est-à-dire que je pense que si on n'était pas intervenu en Libye, vous vous souvenez du moment où on est intervenu, vous aviez Kadhafi qui annonçait qu'il allait, en gros, égorger tout le monde à Benghazi. Donc vous vous souvenez de ce contexte. Et d'ailleurs, la foule de Benghazi a accueilli l'intervention occidentale avec un déploiement de joie. Maintenant, en revanche, ce qui n'a pas du tout fonctionné en Libye, et ce qui d'ailleurs pose toujours le même problème à chaque fois qu'il y a une intervention occidentale, c'est le suivi politique. C'est-à-dire que derrière, il y a eu un cercle vicieux politiquement qui s'est mis en place, qui a abouti à la décomposition. Elle a servi à quoi cette intervention en Libye ? À l'époque, le déjà président de votre formation politique Mm. était quand même très proche de M. Kadhafi, et du jour au lendemain, il veut intervenir parce qu'il va couper les têtes de ses habitants. Enfin, c'est quand même. Elle a servi. Il y a quand même un paradoxe remettez énorme les choses dans le contexte. ce que vous avancez. Remettez les choses dans le contexte. Elle a servi à éviter un bain de sang à Benghazi. Maintenant, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'en termes de sauvé suivi la Libye. politique. Non, Benghazi. Benghazi, c'est tout. Vous avez sauvé la vie des Libyens, alors. Je ne me dis pas ça, moi, vous avez. Non, moi, j'ai Non, rien mais sauvé je- du tout. je- Je vous dis, vous je avez remets les sauvé choses dans le contexte. À l'époque, il y avait une espèce de montée en puissance, on avait le sentiment d'une folie. Et c'est vrai que je pense que si on ne l'avait pas fait, à l'inverse, le reproche nous aurait été fait de ne pas l'avoir fait. Maintenant, objectivement, dans la durée, ça n'a pas fonctionné du tout, et notamment Ilyes. la décomposition politique qui a suivi a eu des impacts extrêmement Nathalie négatifs, Koskomari. jusque chez nous à travers la migration et sur les pays voisins, et je pense notamment à la Tunisie, à la On va revenir en déstabilisation en France. Tunisie en ce moment. Vous allez me trouver franco-centré, mais je vais revenir effectivement à de la politique nationale. Le sujet dont on parle, dont on a quasi exclusivement parlé ces 2-3 dernières semaines en France, c'est la déchéance de nationalité. Vous avez exprimé votre position, que vous allez sûement nous réexpliquer. Est-ce que finalement on n'aurait pas pu se passer de ce débat qui ne va pas faire avancer la lutte contre le terrorisme? C'est-à-dire que j'allais vous dire, mais vous y allez avant moi. Moi surtout, je trouve que l'urgence, elle est ailleurs. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas que le terrorisme n'appelle pas des réponses en soi. Et moi, je le redis très clairement, j'ai voté pour l'état d'urgence. Maintenant, je pense que dans la durée, une société ne peut pas trouver son équilibre si elle ne retrouve pas les voies de la croissance, des chemins de réussite en fait pour les uns et les autres. Je vous dis ça parce que je pense qu'on ne peut pas avoir un débat politique qui est concentré seulement sur des questions de sécurité ou sur des questions dites symboliques comme la déchéance de nationalité. Maintenant, après avoir fait cette critique, je vais répondre à votre question. Il y a toujours une première partie d'introduction. Et donc je vais parler de ça aussi quand même. C'est un peu long, j'ai vraiment du mal avec le timing. Excusez-moi, à la déchéance Donc de vous êtes pour ou nationalité, contre, en fait, vous parce que moi, j'ai préférez toujours pas compris. l'indignité nationale. Ouais, en fait, moi en l'état actuel du texte, je voterai contre. Je voterai contre. Pourquoi ? Parce que, d'abord, cette réforme constitutionnelle, elle n'est pas utile. Même si vous voulez faire la déchéance de nationalité ou l'état d'urgence, vous n'avez pas besoin de réforme constitutionnelle. Moi, je comprends la logique qui conduit à dire quelqu'un qui a porté les armes contre la France ne peut plus être français. Et d'une certaine manière, je la partage. Mais je ne veux pas que ce soit l'occasion de pointer deux catégories différentes entre les Français
uninationaux, ceux qui n'ont qu'un passeport, qui ne sont que français, et les Français binationaux. Je pense que ça, c'est une erreur. Donc je pense que la meilleure solution, celle que j'ai proposée au début, c'est ce qu'on appelle l'indignité nationale. L'indignité nationale, en fait, c'est la déchéance de citoyenneté, de droits civils. Mais c'est encore du symbolique. C'est encore du symbolique. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est pas. Mais c'est pour ça que je vous dis. Mais c'est pour ça que je vous dis pour moi. Mais c'est pour ça que je vous dis pour moi le sujet est ailleurs. Je suis d'accord. C'est pour ça que je vous dis pour moi le sujet est ailleurs. Maintenant, si vous voulez absolument faire quelque chose dans l'ordre symbolique, en quelque sorte, ce que je vous dis, c'est que si vous voulez faire quelque chose dans l'ordre symbolique, il faut au moins que le symbole il soit solide. Et le symbole, ça ne peut pas être qu'on inscrit dans la Constitution quelque chose qui crée deux catégories de Français. Donc dans ce cas-là, je préfère soit qu'on fasse, si on peut le faire, la déchéance pour ce qu'on a appelé pour tous, soit qu'on fasse l'indignité pour tous. Mais en tout cas, alors que tout le monde reconnaît que c'est un symbole, comme vous le dites, les terroristes aujourd'hui, ils sont kamikazes. Ils sont kamikazes. On va déchoir qui? On va déchoir quoi? Donc, tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas bien utile, que c'est un symbole. Mais au moins que le symbole soit juste. Alors, on va et là, continuer. on inscrit en fait un autre symbole dans la Constitution. On poursuit. Qui est quelque part qu'on a l'air de dire qu'un binational est un demi-national, ce qui est dangereux. Ce qui est, vous voyez, on parle d'un symbole et en fait, on fait justement un mauvais symbole. Alors, on continue justement. Vous savez, on a beaucoup parlé de génération Bataclan, génération Je suis Charlie. C'est un mot générique qui revient régulièrement à chaque fois que nous vivons un attentat. Nous avons demandé justement leur réaction aux jeunes du Bondi Blog. Petit reportage et ensuite on revient pour commenter ses propos sur les générations dites Bataclan, Charlie, etc., etc. Le terme génération Charlie ou génération Bataclan, ça me fait juste penser au fait qu'on met un nom de code au terme de fraternité qui devrait être évident en cas de drame national comme ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup de storytelling, c'est beaucoup de com, et ça vient, en fait, c'est destiné à masquer le fait qu'il n'y a plus vraiment d'énergie politique, de conscience politique chez les jeunes. Beaucoup on pense peu à 15 ans et on se soucie plus de génération assassin de Booba. Voilà, c'est ça, quoi. Le terme génération, je trouve que c'est un terme qui est plutôt triste parce que, encore une fois, c'est mettre une étiquette sur les gens. Et ce que je trouve encore plus triste, c'est qu'on est un peu passé, enfin pour ma part en tout cas, de la première génération à être née sur le sol français à la génération binationale en fait. Aujourd'hui, on parle de notre binationalité en mauvais termes. Ilyes. Une des réponses qu'ici déjà on a apporté déjà après les attentats de janvier, c'est d'essayer de comprendre finalement ce qui avait en partie amené des citoyens comme nous à devenir des terroristes. Manuel Valls aujourd'hui répond, expliquer c'est déjà excuser. Donc il se refuse finalement à expliquer quoi que ce soit en termes sociaux, en termes économiques, etc. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je pense qu'en fait, la raison pour laquelle Manuel Valls dit ça, c'est qu'il appartient lui-même à un dispositif, une histoire politique dans lequel on a beaucoup eu la culture de l'excuse. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une génération, peut-être issue de 70, qui était dans la logique, il faut les comprendre. Mais concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut se poser des questions sociales et économiques? Bien sûr qu'on peut se poser des questions et bien sûr qu'il faut se les poser. Je pense que la raison pour laquelle Manuel Valls a l'air d'être tellement en retrait par rapport à ça, c'est qu'il a vu autour de lui, au Parti socialiste, des gens qui, d'une certaine manière, qui ne faisaient que ça. Et c'était ce qu'on appelait la culture de l'excuse. Voilà, et la culture de l'excuse, ça n'aide personne. Moi, je pense que c'est ça la raison de sa réaction. Il parlait l'année dernière, par exemple, le Premier ministre, d'apartheid social, territorial, ethnique. Est-ce que c'est une des problématiques qu'il faut aujourd'hui remettre sur le tapis pour expliquer en partie? Est-ce qu'on n'est pas face à une génération de précaires, finalement, où les réponses doivent être davantage autour de l'emploi, de l'égalité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il faut reconstruire des parcours, en fait, et il faut les rendre visibles, parce qu'il y en a qui existent et qui ne sont pas bien visibles. Je vous avoue, je ne vous comprends pas tellement pour l'instant sur ce sujet. Reconstruire des parcours, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire que vivre dans la cité n'est pas un drame et qu'on peut aussi en sortir, tout simplement. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, dans la société contemporaine, avec le numérique, avec des voies, des chemins pour ça. Je vous donne un exemple très concret. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on a appelé la fin du salariat. Cette idée que aujourd'hui, ce qui est en train de bousculer le marché du travail et le monde du travail, c'est l'émergence des indépendants. Ce n'est pas forcément facile. Avec l'indépendance, il y a aussi une forme de précarité qui vient. C'est ce qu'on appelle l'ubérisation de la société. Oui, mais il y a aussi des nouveaux chemins. Et notamment des chemins pour des gens qui n'ont pas envie du salariat, parce que soit ils ont été en situation d'échec avec le salariat, soit ils n'ont pas envie de ce lien de subordination qui est dans le salariat. Et vous en trouvez cela beaucoup dans la cité. Moi, quand j'étais maire de Longjumeau, j'ai construit une maison de la création d'entreprise. Je l'ai construite
dans la cité. Je sens que si je vous laisse Attendez. parler sur Longjumeau, ça va durer très très Non, longtemps. mais attendez, non, mais c'est important parce qu'on m'a posé la question de savoir pourquoi je la mettais là. Mais parce qu'en fait, j'avais observé que les jeunes dans la cité étaient particulièrement branchés sur la création d'entreprises. C'était pas forcément, ça pouvait être des trucs qui ont super bien réussi, ça pouvait être des trucs beaucoup plus ordinaires, mais en tout cas, il y avait cette idée que leur avenir à eux, leur chance à eux, elle passerait pas par le salariat. Ça, c'est extrêmement moderne. Et vous pensez que la déréglementation du droit du travail, ça va favoriser la reconstruction des parcours, Tout le monde comme peut vous être l'appelez entrepreneur, tout En le fait, monde peut... moi, je ne le pose pas forcément sous l'angle de déréglementation du droit du travail. Je pense qu'à côté du pilier historique du Parce que salariat j'ai qui continuera à entendu exister... quelques propos, Oui, mais ce n'est pas déréglementation. Je pense qu'il y a un nouveau pilier qui est en train d'émerger. Je Oui, pense que c'est l'indépendance. mais ça y participe aussi. Alors oui, il faut l'environner d'un certain nombre de protections, c'est-à-dire que c'est quelque chose à construire, mais je pense qu'il faut le vivre comme une chance. Parce que derrière, il y a toute une génération qui en fait ne se reconnaît pas dans le salariat. La flexibilité, il faut la vivre comme une chance. Mais l'indépendance, c'est pas que la flexibilité. L'indépendance, c'est aussi la possibilité Mais d'une d'avoir manière plusieurs globale, boulots, d'une de manière créer... macroéconomique. Je vais vous dire, quand vous regardez les indépendants aujourd'hui, vous en avez qui sont des indépendants contraints, genre qui ont été salariés pendant 30 ans et puis ils n'ont plus de boulot. Et ils ont été obligés de créer une activité d'indépendant. Et vous en avez qui sont des indépendants choisis, souvent des jeunes qui ont envie de se lancer comme ça. Moi, j'ai envie de dire, il ne faut pas en faire un problème moral. La question, c'est pas de savoir si c'est bien ou c'est pas bien. De toute façon, c'est en train de se passer. Et derrière, il y a des opportunités de nouveaux emplois dans une société qui n'en offre plus beaucoup. Donc il faut les saisir. Alors on va justement poursuivre et approfondir tout ça avec Nassira El Mouadem qui va justement vous parler de ces questions économiques. Et je vous invite à recevoir tout de suite donc Nassira pour la chronique L'Addition. Bonsoir Nassira. Bonjour. Bonsoir. Bonjour Madame Kosciusko-Morizet. On va parler justement d'ubérisation. On va essayer de donner une petite définition quand même pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément au fait de ce que cela veut dire. On va dire que c'est en gros une économie qui met en relation des personnes qui proposent un service et d'autres qui se proposent également de réaliser ce service-là. Il y en a qui appellent ça même la plateformisation. Absolument, Ouais, parce que ça se fait via des plateformes numériques le plus souvent. J'ai bien compris que vous ne vouliez pas en faire une question morale, mais est-ce que ça a des avantages selon vous, cette économie ? Je pense que ça a des avantages et des inconvénients. Mais la raison pour laquelle je ne veux pas en faire une question morale, c'est que je trouve que c'est tellement français de vouloir faire une question morale avec tout. Vous voyez, le nucléaire, c'est bien ou c'est mal, les OGM, c'est bien ou c'est mal. Justement, on va éviter ça. Moi, je suis ingénieure, en fait, donc j'ai plutôt On va tendance à éviter essayer justement d'enlever la d'entrer dans la morale. et voilà, moralisation. Quels sont les avantages selon vous ? Bon, d'abord, ça permet d'avoir un fonctionnement en fonction des compétences. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est quand même très, très hiérarchique, dans laquelle, à 50 ans, on vous demande encore quels étaient les diplômes de quand vous aviez 20 ans. Là, la plateformisation, c'est une mise en contact directe entre celui qui offre un service et celui qui en demande un. Et donc, il y a une possibilité plus immédiate de faire valoir ses compétences. Ça, c'est la première chose que j'apprécie. Il y a un deuxième avantage que j'apprécie, c'est que c'est un système dans lequel vous pouvez être noté par vos pairs. C'est-à-dire que c'est souvent des systèmes de notation. Des commentaires, des notations, des des commentaires, évaluations. des notations. Et puis il y a aussi des avantages côté consommateur. C'est-à-dire que vous avez des nouveaux services qui se créent, qui éventuellement d'ailleurs rendent accessibles certains conforts de manière moins onéreuse, puisqu'en fait, vous avez supprimé les intermédiaires. Alors après, il y a la question de savoir Alors justement, est-ce que où va le profit que se mettaient les intermédiaires dans la poche. Attendez, je ne voudrais pas qu'on oublie Uber, par exemple, récupère 20% du revenu qui est réalisé par le chauffeur. Est-ce que ce n'est pas énorme Qu'est-ce que vous en pensez ? Juste un mot d'abord. Il ne faut pas oublier que dans une partie de ces modèles-là, c'est parfois le producteur qui récupère, et c'est juste. Par exemple, dans tout ce qui est vente directe sur des produits agricoles, souvent, ça aide à augmenter la marge. La vente directe, elle aide à augmenter la marge du producteur. Après, que Uber récupère 20%, ça vous choque ou pas ? Je vais vous dire, c'est difficile d'évaluer en fait la réalité du service. Ce qui est problématique, c'est quand les plateformes deviennent monopolistiques. Tant qu'il y a la possibilité pour d'autres plateformes d'émerger, il va y avoir une concurrence qui va se faire entre les plateformes. Celle qui est la mieux gérée, qui prend le moins de marge, sera plus avantageuse. Sauf qu'on n'est plus et dans pour ce les modèle-là. chauffeurs. Sauf qu'on n'est plus dans ce modèle-là qu'on disait un modèle horizontal d'égalité entre celui qui apporte le service et celui qui l'effectue via la plateforme. On n'est plus dans un modèle horizontal. Avec Uber, par exemple, on est vraiment dans un modèle vertical où Uber impose aux chauffeurs un prélèvement de 20%. C'est le problème si Uber devient monopolistique. C'est pour ça que moi, je suis heureuse d'abord qu'il y ait des boîtes françaises qui font la concurrence à Uber. Je ne sais pas si vous voyez, chauffeur privé, Le Cab,
ce sont des boîtes françaises. Jusqu'où on va aller dans la précarisation de cette forme de travail qui ne dit pas son nom? Alors, deux choses. D'abord, je pense que pour que ce ne soit pas de la précarisation, c'est important que ce ne soit pas des monopoles. C'est-à-dire que dans la nouvelle économie, comme dans l'ancienne... C'est devenu de la l'ancienne... précarisation. On ne va pas y aller. Pour certains, ça l'est déjà. Oui, mais j'insiste sur le fait que c'est important que ce ne soit pas des monopoles, parce que dans la nouvelle économie, comme dans l'ancienne économie, le monopole, de toute façon, à un moment, ça devient une oppression. Ça devient une captation de la rente, ça devient... Voilà. Et ça, c'est pas différent dans la nouvelle économie que dans l'ancienne économie. Absolument. Donc, il est important... et ça, c'est le rôle, j'insiste là-dessus parce que c'est un peu le rôle de la puissance publique, de faire en sorte que les réseaux restent ouverts, que la création d'entreprises reste ouverte, voilà, que le particulier ne soit pas seul face à un monopole. Et puis, il y a un deuxième sujet que vous soulevez sur la précarisation, c'est qu'en fait, c'est de nouvelles formes de travail qui émergent, et toute notre protection sociale, tout notre droit du travail et tout le financement de la protection sociale est assis sur le salariat. Et donc, il est urgent qu'on regarde en face cette émergence de nouveaux modes du travail, et qu'on y mette les protections nécessaires. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que, juste parlons concrètement, est-ce qu'il faudrait par exemple demander à ces plateformes numériques de participer au financement de la protection sociale de ces travailleurs indépendants? D'abord, très concrètement, ça veut dire qu'il faut que l'État arrête de se voir les yeux et de faire comme si ça n'existait pas. Parce que la guerre entre Uber et les taxis, ça fait des années qu'on sait que c'est en train de monter, et l'État, en fait... Ça a commencé quand vous étiez au gouvernement, Madame Kosciusko-Morizet. Même vous, vous étiez aussi aveugle sur cette question-là. À l'époque, vous vous souvenez, il y avait eu le rapport Attali, il y avait 2009, 2010, absolument. Et en fait, ça ne sert à rien d'être défensif vis-à-vis de ces transformations qui sont en train de se passer. Et c'est vrai dans le monde de l'hôtellerie, et c'est vrai dans le monde de la restauration, et il vaut mieux accompagner les transformations. Donc, concrètement, vous proposez quoi? Sur la question de la protection, moi je crois qu'il faut créer un statut général du travailleur indépendant. Aujourd'hui, quand vous êtes travailleur indépendant, vous avez une multitude de statuts. Vous passez votre temps en fait à changer de statut en fonction de votre chiffre d'affaires, de votre... c'est compliqué. Il faudrait qu'on puisse dire que si vous avez un seul client ou un client qui représente plus de 60% de votre activité, c'est pas de l'indépendance. Voilà. Si vous êtes chauffeur et qu'en fait vous êtes chauffeur à 100% chez Uber, c'est pas de l'indépendance. C'est du salariat. Mais pour ça, il faut réglementer, il faut mettre un seuil. Moi, je propose 60%. Vous êtes indépendant. Si vous avez un client, si aucun de vos clients ne représente plus de 60% de votre activité, à plus de 60%, il faut que ça ouvre des droits qui sont un peu différent et que ce soit plus engageant pour le donneur d'ordre, parce que sinon, en fait, l'indépendance peut être une nouvelle forme de pression exercée et du sur salariat le travailleur. déguisé. Merci à vous, Madame Kosciusko-Morizet. Merci Nassira Al-Mouadem pour cette chronique, donc l'addition. On retrouve les trois jeunes du Bondi Blog et on donne la parole tout de suite, si vous le permettez, Nathalie Kosciusko-Morizet, au public. Je crois qu'il y a une question ici ou deux. Bonsoir Madame Kosciusko-Morizet. Moi je voulais réagir sur une phrase que vous avez dite, sans sortir de la banlieue. Est-ce que c'est un peu la banlieue, c'est prison break et il n'y en a qu'un seul qui peut s'en sortir et qui doit fermer la trappe? Ou est-ce qu'en tant qu'élu, comme vous l'avez été, on doit réfléchir à une réussite collective et dont on n'entend pas souvent parler? Moi je pense qu'en fait, une société, elle fonctionne bien quand elle est mobile. C'est-à-dire quand on peut bouger, si on a envie de bouger. Voilà, moi je pense que le problème, aujourd'hui, un des problèmes de notre jeunesse et de notre société, c'est comme il n'y a pas beaucoup, comme il n'y a pas d'emploi, il y a du chômage, on a parfois le sentiment qu'on est dans un piège. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles toute une partie de la jeunesse qui se dit mais pourquoi pas aller faire ma vie ailleurs. Après, ça ne veut pas dire que la banlieue c'est l'horreur. Vous savez, moi j'ai été élevée en banlieue, j'ai été mère de banlieue. Et puis alors il y a un autre problème, c'est que dans le grand public, on ne voit pas les parcours de réussite qui passent par la banlieue. C'est, d'une certaine manière, c'est un peu le problème du système d'assimilation à la française. C'est qu'on est dans un dispositif dans lequel les échecs sont criants, tout le monde en parle, et les réussites sont silencieuses. En gros, c'est le bruit de l'arbre qui tombe et non pas la forêt qui pousse. Mais oui, mais c'est à cause de notre système d'assimilation. C'est-à-dire qu'en fait, par définition, quand vous êtes assimilé, vous avez trouvé votre boulot, c'est silencieux, la réussite est silencieuse, il n'y a pas de raison de le faire remarquer. Et donc il y a toute une partie de la société qui n'est pas proche de ça, qui ne le voit pas et qui n'entend parler que des échecs. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc on va conclure cette émission. Vous le savez, il y a une tradition. On va vous apporter l'affiche du Bondi Blog Café que vous allez dédicacer. Donc vous l'avez déjà fait la première fois que vous êtes venu ici. Attention de ne pas renverser ce verre. Voilà, vous pouvez donc mettre une petite dédicace que vous lirez à haute voix. En attendant, je vais présenter deux livres que nous vous offrirons à la fin de cette émission. D'abord un livre de Franck Sénateur, Nous,
si jeune et pourtant déjà si vieux. C'est un livre qui a été publié par l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Nous, si jeunes et pourtant déjà si vieux, ça c'est votre premier cadeau. Le deuxième cadeau, c'est un livre de Bakary Sako intitulé « Je suis ». C'est une jeune maison d'édition, Face Cachée exactement. Bakary Sako est un activiste associatif français issu d'un quartier populaire d'origine africaine et de confession musulmane. C'est lui qui le dit, c'est lui qui le signe et c'est lui qui l'assume. Je vous invite vraiment à lire ce livre. Ce sont donc vos deux petits cadeaux, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet. Merci à vous. On vous écoute. Je vous lis mon... Oui, à haute voix. Ah ouais, j'ai dit merci à toute l'équipe du Bondi Blog Café, toujours heureuse de revenir. N'attendons pas 3 ans, puisqu'en fait, ça faisait 3 ans depuis la dernière fois. D'accord, très bien. Vous reviendrez, je ne sais pas, peut-être dans 6 mois, si vous êtes éventuellement, par exemple, candidate à la primaire 2016, qu'on n'a pas évoqué, mais en tous les cas, on espère vous retrouver ici pour poursuivre tous ces débats avec Alice Babin, Ilyes Ramdani et Myriam Bokobza et le reste de l'équipe du Bondi Blog. Merci à tous d'être fidèles à ce rendez-vous. Merci à LCP, à France O, à Jamart et à Zadig Productions d'avoir piloté, conduit et donné la chance à ces jeunes, justement, de mettre sur la place publique une parole différente des quartiers populaires. On se retrouve le mois prochain si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est une fausse frondeuse, en fait. Elle est contre le nini, etc. Mais quand on est face à elle, déjà, elle répond pas directement aux questions. Elle nous balade un peu. Moi, je me suis sentie un peu baladée. Un peu déçue, ouais. On sent quand même qu'elle a une forme de... qu'elle a une qualité déjà, c'est qu'elle écoute plutôt. Alors peut-être que je suis naïf et que je me suis laissé berner, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des convictions et une sincérité chez elle. Sur l'éthique et politique, plus on devient consensuel, et plus on devient langue de bois. Elle n'est pas consensuelle dans sa famille politique et ça, je trouve que c'est un profil assez intéressant. Ça, c'est un profil intéressant, mais... Elle a quand même été virée de l'exécutif de son parti, justement à cause de cette liberté de parole, etc. Donc ça, on peut lui en rendre grâce.